Sa réaction a été, vous savez, c'est génial. J'espère que si je suis acquitté, ils chercheront enfin qui a tué Maggie et Paul, car ils n'ont rien fait jusqu'ici. L'avocat d'Alec Murdaugh raconte tout sur son client qui obtient un nouveau procès. Je ne peux pas laisser la seconde... Le deuxième fonctionnaire de justice le plus important dans cette salle d'audience essayait d'influencer le jury parce qu'elle écrit un livre et veut en vendre plus. Par ailleurs, que fait Alec Murdaugh derrière les barreaux et voit-il son fils Buster? Je suis Angelette Levy et voici une édition spéciale de Crime Fix en direct de l'esplanade du Capitole à Columbia, en Caroline du Sud. Dick Harpootlian représente Alec Murdaugh depuis 2021 et il a dit qu'il ne comptait pas partir. Il représentera Alec Murdaugh lors d'un second procès et toute son équipe aussi. Il dit qu'il rassemble à nouveau tout le groupe. Ce sont ses propres mots. Vous vous souviendrez qu'Alec Murdaugh a été rapidement condamné après un procès de 6 semaines et 3 heures de délibération en 2023. Il a été reconnu coupable des meurtres odieux de sa femme Maggie et de son fils Paul dans le domaine de chasse familiale de Moselle en juin 2021. Alec Murdaugh a reconnu avoir volé des millions à ses clients tout en niant être un meurtrier. Le 7 juin 2021, avez-vous pris cette arme ou une arme similaire et tiré sur votre fils Paul dans la poitrine dans la réserve de nourriture de votre propriété près de Moselle Road? Non, je ne l'ai pas fait. Monsieur Murdaugh, avez-vous pris cette arme ou une arme similaire et explosé la cervelle de votre fils le 7 juin ou à un autre moment, un autre jour? Non, je ne l'ai pas fait. Murdaugh a fait appel, affirmant que la greffière Becky Hill avait tenté d'influencer le jury pour obtenir une condamnation afin d'écrire un livre. L'équipe de Murdaugh a présenté un témoin affirmant que Hill croyait qu'un verdict de culpabilité aiderait à vendre plus de livres. En 2024, la première demande de nouveau procès d'Alec Murdaugh a échoué. Mais maintenant, la plus haute cour de Caroline du Sud a statué à l'unanimité que les droits d'Alec Murdaugh ont été violés par Becky Hill lorsqu'elle a dit aux jurés de ne pas croire Murdaugh ou la défense. La cour a jugé que trop d'éléments sur les crimes financiers de Murdaugh avaient été admis comme preuve du mobile des meurtres. Ainsi, Murdaugh, bien qu'il purge une peine de 27 ans pour ses crimes financiers, va bénéficier d'un second procès pour les meurtres de Maggie et Paul. L'affaire repart à zéro. Le procureur général a juré de rejuger Alec Murdaugh rapidement. Je suis ici avec Dick Harpootlian, l'un des avocats de la défense d'Alec Murdaugh. Et en fait, je lui ai parlé juste au moment où la décision a été rendue, même si c'était très bref. Alors Dick, merci beaucoup de me parler. Je sais que vous avez eu une longue journée. Je vous ai appelé et vous avez dit « Je ne peux pas parler maintenant, je suis au téléphone avec Alec ». Et vous savez, je suis sûre que vous avez reçu beaucoup d'appels, mais qu'est-ce que ça vous a fait de parler avec Alec Murdaugh pour lui annoncer qu'il avait obtenu un nouveau procès? Eh bien, je pense qu'il faut remettre ça dans son contexte. Alec a clairement pensé depuis le début que cette affaire ne serait jamais annulée. Il était très pessimiste à ce sujet. Il a dit « Je n'ai jamais eu de juge qui a statué en ma faveur sur quoi que ce soit ». Et donc, quand nous avons plaidé l'affaire devant la Cour suprême et que Jim et moi l'avons appelé, il a demandé « Alors, comment ça s'est passé ?» On a répondu « Super ». Je veux dire, les juges nous ont posé les bonnes questions. Et plus important encore, ils ont posé des questions à Creighton Waters et à l'équipe de l'accusation. Ils n'avaient aucune réponse à donner. Donc nous étions vraiment confiants quant à nos chances. La décision est tombée, nous l'avons appelé et il a répondu. On m'a dit que c'était annulé. Et il n'a pas... Enfin, il nous a dit, quand il m'a dit, eh bien, il a dit, je n'y crois pas. Ils ne vont pas le faire. Donc, quand l'arrêt est tombé, nous lui avons parlé hier. Il a dit, j'ai lu l'arrêt. J'entends ce que vous dites. Je n'y crois toujours pas. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il a dit, il se passe quelque chose. Il a dit, je ne sais pas exactement quoi, mais j'ai été très pessimiste à ce sujet. Je n'ai jamais eu gain de cause. Il m'est difficile de croire qu'ils trancheront en notre faveur. Mais l'état de droit existe toujours en Caroline du Sud. Ces juges ont examiné la question et ont dit « Vous ne pouvez pas laisser le second ». Le deuxième plus haut responsable judiciaire de cette salle essayait d'influencer le jury parce qu'elle écrit un livre et veut en vendre plus.
Et elle l'a clairement dit à plusieurs personnes. Et le juge, les magistrats ont parlé du témoignage financier concernant les crimes financiers et ont indiqué que cela ne devrait plus se reproduire lors d'un nouveau procès. À ce point-là, ou peut-être pas du tout, je veux dire, ils ont exhorté le juge à l'examiner très attentivement selon les normes strictes d'admission de ce que nous appelons le règle 404 pour prouver les motifs. Nous avons discuté de l'affaire avec lui, page par page, abordant les problèmes. Il a dit « Je n'y crois toujours pas ». Je veux dire, il pense simplement qu'à cause de la notoriété, à cause de la croyance générale qu'il est coupable, il n'allait pas obtenir un nouveau procès. Et bien sûr, je lui ai expliqué que ces juges, selon la loi, tu as droit à un nouveau procès. Que tu sois un tueur en série, tu sais, ou un pédophile ou quoi que ce soit, le pire du pire, la loi et la Constitution exigent que tu obtiennes un nouveau procès. Et encore une fois, je suis fier de notre Cour suprême parce que l'état de droit a prévalu à l'unanimité. Alors, est-ce qu'il a fini par réaliser, oui, c'est ça, il a dit qu'il l'avait lu, mais il n'y croyait pas. Le choc s'est-il estompé? Oui, c'est le cas. Um, Il essaie toujours de comprendre ce que cela signifie. Maintenant, tu comprends. Il a été condamné pour des crimes financiers à un point tel qu'il ne sortira peut-être jamais de prison. Et s'il sort, il sera très vieux. Donc il ne s'agit pas de sortir. Il n'a jamais été question pour lui de sortir de prison. Il a toujours affirmé ne pas avoir tué Maggie et Paul. Il veut que les responsables soient arrêtés et pense qu'ils ne s'intéresseront même pas à ces personnes tant qu'il ne sera pas acquitté. As-tu parlé à Alec depuis hier, depuis mercredi? Nous lui avons parlé 2 fois hier. Nous avons pris l'avion pour New York pour faire ça. Ça a été un vrai tourbillon ces dernières 24 heures. Jim et moi avons pris l'avion. Nous lui avons parlé brièvement hier matin, puis en arrivant à New York l'après-midi. Nous prévoyons, avec un peu de chance, d'aller le voir la semaine prochaine. Mais, Vous savez, après que le choc soit passé, quelle a été sa réaction, enfin, que vous pouvez partager sans que ce soit confidentiel? Eh bien, sa réaction a été, vous savez, c'est génial. J'espère que si je suis acquitté, ils trouveront les meurtriers de Maggie et Paul, car ils n'ont manifestement pas vraiment cherché jusqu'à présent. Comment occupe-t-il ses journées? Il reste juste en prison à discuter avec d'autres détenus. Est-il toujours en isolement? Il a un travail. Enfin, non, il a un travail. Il est en quartier protégé. Il est dans un établissement où il y a une unité de protection, et il était là-bas, il va bien, et il a un travail. Il répond à beaucoup de questions d'autres détenus sur des questions juridiques. Il était avocat. Je veux dire, il est apprécié et s'est adapté. Il est détenu en prison ou en centre de détention depuis 5 ans. Alors, que faites-vous maintenant? Parce que le procureur général, Alan Wilson, dit que le procès va être rejugé. Nous allons le faire aussi rapidement que possible, peut-être même cette année. Ça semble presque impossible. Eh bien, c'est impossible. Le procureur général est candidat au poste de gouverneur et l'élection a lieu dans 3 semaines. C'était une déclaration politique, pas juridique. Il le sait et Creighton Waters a d'ailleurs été interviewé. Il n'a jamais dit qu'il jugerait l'affaire cette année. Il sait comment ça fonctionne. Le président de la Cour suprême doit désigner un juge. Nous devons régler plusieurs questions concernant le lieu du procès. Nous devons relancer la communication des pièces, qu'ils y répondent et fournissent toute information supplémentaire et rester très prudents. Pour nous assurer qu'ils s'y sont conformés auparavant. Nous ne sommes pas certains d'avoir tout reçu la première fois. Et là, on parle de millions de pages de documents. Non. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le développement de l'IA, depuis le premier procès, l'examen des documents est devenu beaucoup plus facile parce qu'on peut utiliser l'IA pour analyser tout cela. Vous savez, ouais, ce que nous avions avant, c'était... uh, Vous savez, c'était quoi? F, contrôle. Contrôle F. Contrôle F pour rechercher un mot. Maintenant, je veux dire, vous pouvez rechercher des phrases, des idées, n'importe quoi. Et c'est exactement ce que nous faisons dans d'autres cas. C'est incroyable et ça va nous faciliter énormément la tâche. Maintenant, il faut charger tous les documents. Les anciens sont déjà chargés dans une base de données, mais tout nouveau document que nous recevons doit aussi y être ajouté. Nous avons appris des choses après le procès que nous voulons examiner, pouvant nous orienter différemment. Donc, non,
Et encore une fois, rien que la mécanique pour nommer un juge, organiser une audience préparatoire ou une conférence de mise en état, discuter de la façon dont nous allons procéder. Um, Vous ne pourriez pas faire ça d'ici l'automne. Approfondissons un peu ce point. Quelles sont certaines des nouvelles choses que vous avez apprises depuis le procès et qui doivent être explorées? Vous le découvrirez lors du procès. Allez, faites un effort. Donnez-nous un indice. S'agit-il de preuves pointant vers la culpabilité d'un tiers? Parce que j'ai entendu certaines choses sur d'autres suspects possibles depuis le procès. C'est de ça que vous parlez? En partie. En partie. Oui, nous avons reçu depuis le procès des informations sur l'implication possible d'un tiers, mais nous ne sommes pas une agence d'enquête. Nous ne pouvons pas exécuter un mandat de perquisition. Mais pour l'instant, dès que ce juge sera nommé et que nous lui demanderons ce qu'on appelle une ordonnance immédiate, cela nous permettra de lui soumettre une demande. Pour obtenir des injonctions à produire des pièces, nous aurons le pouvoir de contraindre à la remise de documents afin d'essayer de vérifier ce que nous avons entendu. Et d'ailleurs, cela ne sera pas public. C'est ça. De combien de suspects potentiels, enfin de personnes potentiellement impliquées, as-tu entendu parler? Bien essayé. Mais nous n'allons pas parler des détails. Tu veux dire un truc en lien avec l'affaire du bateau impliquant Paul? Vraiment, je ne vais pas donner de détails. Cela fait partie de ce que nous avons qui pourrait s'avérer très utile lors du nouveau procès, c'est que nous le savons et eux non. Sans vouloir vous offenser, je doute que vous les appeliez, mais ils pourraient voir cela et découvrir nos préparatifs. Nous avons l'avantage de ne pas être obligés de divulguer cela et nous ne le ferons pas. Ils le découvriront lors du témoignage de cette personne. Quand pensez-vous que ce procès aura lieu? Peut-être l'année prochaine, en milieu d'année ou à l'automne. 2027? Non, cela n'arrivera pas avant la fin de l'année. Tu vas demander le dépaysement? Oui. Mais je veux dire, il y a plusieurs options différentes. Je veux dire, s'ils sont pressés de juger l'affaire, ce qu'ils devraient faire, c'est être d'accord avec nous, que le procès devrait être délocalisé et essayer de travailler avec nous pour trouver un lieu qui convienne à nous deux, que nous pensons être, où l'on pourrait trouver des jurés. Je sais, vous savez, l'un des problèmes, c'est que nous ne trouverons pas de jurés qui n'ont jamais entendu parler de l'affaire. Nous ne trouverons pas de jurés qui n'ont rien lu sur l'affaire. Mais ce que vous cherchez, ce sont des jurés capables de mettre de côté ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont entendu, les opinions qu'ils ont pu avoir, et de fonder leur verdict sur ce qu'ils entendent dans cette salle d'audience. La dernière fois, Alec Murdoch a témoigné à la barre, et c'était sa décision. Je me souviens d'avoir regardé votre visage pendant qu'il témoignait. Il n'avait pas l'air très heureux de le faire. C'est ce que j'ai ressenti. Comment vous êtes-vous senti par rapport à son témoignage? C'est un gars difficile à cerner. Et vous? Mais je veux dire, si la question est « va-t-il témoigner ?», cette décision est toujours prise le jour J. Je veux dire, on avance dans le procès, on arrive au moment où cette décision doit être prise. C'est à ce moment-là qu'elle sera prise. Il n'y a pas de préjugé sur le fait de témoigner ou de ne pas témoigner. Vouliez-vous qu'il témoigne la dernière fois? Cela relèverait du secret professionnel entre l'avocat et le client. Même simplement votre avis là-dessus? Mon avis serait basé sur nos discussions et nos discussions sont protégées. Et je ne vais certainement pas dire ce qu'il m'a dit ou ce que je lui ai dit. Bien sûr. Et la vidéo du chenil? Je sais que je t'ai déjà posé la question. Je veux dire, il a dit qu'il n'avait pas été au chenil. Et t'as cette vidéo Snapchat de lui, tu sais, en train de parler à Booba. Ce qu'il a essayé d'expliquer, ce qu'il n'a pas très bien expliqué, c'est ceci, deux choses. Premièrement, sans il n'y a aucun doute, si tu regardes l'enquête, que lorsque le policier est arrivé, il était là, debout avec un fusil de chasse. Ce que l'opérateur du 911 a enregistré. Et quelqu'un a tué ma femme et mon enfant, je ne suis pas armé. Je vais monter à la maison, prendre une arme et revenir. Ils arrivent, un mari se tient là avec un fusil de chasse et à moins de 100 mètres de là se trouvent sa femme et son fils morts. Je veux dire mari, femme morte, 99 fois sur 100 c'est le mari. Et surtout, il tient un fusil de chasse. D'accord? Je veux dire, à ce moment-là, ils ne savaient pas si c'était l'arme du crime ou non. Ils ont donc décidé que c'était lui cette nuit-là. Comment le sait-on? Ont-ils examiné la réserve de nourriture où se trouvait le corps de Paul pour y chercher de l'ADN ou des empreintes digitales? Ont-ils essayé de prélever de l'ADN ou relever des empreintes digitales? Ont-ils cherché des fibres ou des cheveux? Non, qui en veut.
Une empreinte de chaussure est près de la tête de Paul. C'est le pied d'un adjoint du shérif du comté de Colleton. Ils ont piétiné la scène de crime. Ils n'ont fait aucune analyse médico-légale. Il y avait des traces de véhicules partaient des corps à travers l'herbe et sortaient effectivement par l'arrière. D'accord, elles ne vont pas jusqu'à la maison. Elles étaient bien visibles. D'abord, on peut les distinguer un peu sur les photos, mais des témoins ont témoigné. Ces traces de véhicules étaient bien là. Et le service d'incendie, le chef des pompiers qui est venu, a dit « Il a témoigné, il a dit à l'officier principal chargé de l'enquête, vous feriez mieux de préserver ces traces. Cela pourrait être le véhicule du meurtrier. » Il a roulé dessus, il a tout détruit. Ils ont détruit des preuves, détruit des preuves. Ils ont éliminé toute preuve médico-légale car cette nuit-là, ils ont jugé cela inutile. Pour eux, il était le meurtrier. Quelle autre explication? Ce n'est pas juste comme à la télévision. Je veux dire, on a eu un gars qui a témoigné. Les bases d'une scène de crime. On ne laisse entrer personne. On ne les laisse pas marcher dans le sang. Dans la réserve de nourriture où Paul a été exécuté. Donc ils ont clairement décidé que c'était lui cette nuit-là. Il a témoigné que lorsqu'ils lui ont demandé s'il était descendu là-bas, il a pensé... Et il avait aussi quelques comprimés dans sa poche, qu'il n'avait pas besoin d'admettre cela, que ça le mettrait, que ça renforcerait leur dossier. Oui, j'étais là-bas. Et voici l'autre point. L'État a dit qu'il était là-bas quelques instants ou minutes avant qu'il ne soit carrément tué. Maintenant, comment l'État établit-il l'heure du décès? Certainement pas par le médecin légiste qui a témoigné avoir touché leur tête. Vous vous souvenez de ça? C'est ça, D'accord, je veux dire, sans rien de scientifique, pas de thermomètre. un thermomètre dans le foie, oui. Non, encore une fois, un manque d'approche scientifique dans cette affaire. Aucune détermination médico-légale de l'heure du décès. Ils disent que lorsque les téléphones de Paul et Maggie se sont éteints. C'est ça. D'accord, mais comment savent-ils qu'ils se sont éteints? Eh bien, ils ont dit qu'il n'y avait plus de messages. Correct. Eh bien, est-ce qu'ils... Et clairement, plusieurs témoins ont témoigné qu'en bas, près des chenils, le réseau allait et venait. Le fait qu'il n'ait été écrit à personne ne signifie pas qu'ils n'ont pas tenté de le faire. Je veux dire, c'est-à-dire, ils ont arrêté d'utiliser leur téléphone. Maintenant, sur le téléphone de Maggie, il y a elle a essayé de filmer quelque chose, et c'est la dernière chose dessus. Maintenant, il se peut qu'elle ait entendu les coups de feu, soit passé au coin, et vu Paul mort après avoir été abattu, et essayé de filmer qui était là. Aurait-elle fait ça, si c'était Alec? Je ne pense pas. Et puis elle a été abattue. Je veux dire, nous croyons tous que Paul a été abattu en premier. Même l'accusation le croit. Donc, encore une fois, leur dossier a plus de trous qu'un morceau de gruyère. Et si les crimes financiers n'avaient pas amené le jury à croire qu'il était simplement un escroc avant qu'ils n'entendent la moindre preuve réelle, nous pensons qu'ils auraient vu les choses très différemment. Et ils auront cette opportunité lors d'un nouveau procès. Pensez-vous que le cousin Eddie va apparaître dans cette affaire? Parce que vous auriez pu l'appeler la dernière fois. L'État aurait pu l'appeler. Personne ne l'a appelé. Tout le monde attendait qu'il soit appelé. Eh bien, voilà le truc. C'est un phoque savant. Il est dehors depuis 5 ans avec un bracelet électronique. Il a avoué avoir trafiqué plus d'oxy que n'importe qui dans l'histoire de l'État. Il risque une peine minimale obligatoire de 25 ans. Il a encaissé des millions de dollars de chèques d'Alec et a conçu. Maintenant, il a dit qu'une partie, c'était juste qu'il encaissait les chèques et lui donnait l'argent en liquide. Mais clairement, il avait une relation avec un gang de trafiquants de drogue locale. Lors d'une requête, nous avons noté qu'il avait passé un test au détecteur de mensonges. Il a échoué concernant le meurtre de Maggie et Paul. Il existe une relation. Nous allons tenter de développer certains aspects, notamment entre lui et les gangs de trafiquants de drogue. Pourquoi cousin Eddie tuerait-il Maggie et Paul? Tu sais, je ne peux pas le dire. Je ne peux vraiment pas le dire. Tu ne peux ou ne veux pas le dire. Eh bien, je compromettrai
notre dossier, si je le disais. Creighton Waters doit l'apprendre en même temps que tout le monde. Et j'espère qu'ils feront témoigner cousin Eddie à la barre, parce que son contre-interrogatoire pourrait bien prouver l'innocence d'Alex. Eh bien, faites-le témoigner. Eh bien, le problème, c'est que si vous le faites témoigner, je veux dire, pour l'instant, on ne nous a jamais proposé d'accord de plaider coupable. Je ne peux pas le qualifier de témoin hostile, ni le contre-interroger. C'est mon témoin, ce qui leur permet de le contre-interroger et de lui poser des questions suggestives. Je veux dire, ce sont les règles ici, et il y a des raisons tactiques pour lesquelles on fait ou ne fait pas certaines choses. On verra. Pourquoi est-il encore libre 5 ans après la fin de l'autre affaire? Oui, ces affaires restent en attente, non résolues. J'ai aussi interrogé Dick Harputlian sur l'enquêteur principal des meurtres de Paul et Maggie. L'agent du SLED David Owen a pris sa retraite après la condamnation d'Alec. Mais à l'été 2025, un juge a rejeté une affaire de meurtre dans laquelle Owen avait participé à l'enquête. Michael Colucci avait été accusé du meurtre de sa femme, Sarah Lynn Moore Colucci, en 2015. Le site TheState.com a rapporté qu'un juge a constaté qu'Owen n'avait pas transmis des informations suggérant que Sarah aurait pu se faire du mal elle-même. David Owen était l'enquêteur principal, l'agent principal du SLED sur cette affaire. Il y a eu quelques problèmes avec lui depuis le procès. Il y a eu une autre affaire dans laquelle il a été accusé d'avoir caché des preuves. Penses-tu que cela va maintenant devenir un problème? Vas-tu chercher à faire valoir cela? Absolument. Souviens-toi, lorsqu'il a témoigné auparavant, il a admis avoir menti devant le grand jury pour obtenir l'inculpation dans cette affaire. Il a menti sous serment devant le grand jury. Donc il est prêt à mentir. La question est, et maintenant avec ce nouveau développement, cacher des preuves, encore une fois, les analyses médico-légales dans cette affaire étaient inexistantes. Ils n'ont aucune preuve médico-légale. Ou du moins, écoutez, avec tous les outils pour lesquels ils viennent de construire un laboratoire à 60 millions de dollars pour la sueur. Pourquoi n'ont-ils pas cherché des cheveux, cherché des fibres, cherché quoi que ce soit? Je veux dire, personne n'est allé examiner. Eh bien, il y a un cheveu là. Prenons-le, vérifions-le. C'est peut-être celui de Paul, peut-être celui de quelqu'un d'autre. Si c'est inconnu, faisons une recherche dans la base de données ADN. Je veux dire, c'est tout simplement inimaginable, dans une affaire de cette ampleur, qu'ils n'aient pas fait les vérifications médico-légales élémentaires qu'on ferait dans n'importe quelle enquête criminelle. Ils ne l'ont pas fait parce qu'il l'a fait, et ils en ont décidé ainsi cette nuit-là. Comment Alec Murdaugh paie-t-il tout ça? Je sais qu'on vous l'a déjà demandé, mais il est censé ne pas avoir d'argent. Quand il nous a engagés, il avait de l'argent et nous avons reçu de gros honoraires, Jim et moi. Notre position est la suivante. Je sais que cela surprend, difficile de croire qu'un avocat agirait ainsi. Cela tient sans doute à ma profession, mais lors d'une affaire criminelle, nos honoraires sont fixes. Cette affaire n'est pas finie tant qu'elle ne l'est pas vraiment. Donc, vous ne touchez plus d'argent, vous avez simplement pris de gros honoraires au début, et maintenant c'est tout. J'ai eu la chance de gagner beaucoup d'argent en exerçant le droit. Belle maison, hein? Oui, elle est magnifique. Et Jim aussi. Et nous sommes, j'ai déjà eu le cas auparavant, où une affaire a été renvoyée pour un nouveau procès. Vous ne lui demandez pas plus d'argent. Vous le faites, ce n'est pas fini, il vous a engagé pour l'affaire. Et l'a terminée. Et encore une fois, d'après les preuves, d'après le fait d'avoir côtoyé Alec, Paul et Maggie pendant 1 an avant les meurtres, toutes les 2 semaines, ils étaient dans mon bureau à travailler sur l'affaire du bateau de Paul. Ce que j'ai vu entre les trois, surtout entre Paul et Alec, me convainc qu'Alec n'aurait jamais pu, souvenez-vous, celui qui a tué Paul a appuyé un fusil de chasse contre sa tête et lui a explosé la cervelle. C'était une exécution. Maggie, au sol, a été abattue à plusieurs reprises. Quelqu'un lui a tiré une balle dans l'arrière de la tête. 2 exécutions. Maintenant, s'ils se sont mis en colère, ou vous savez, les hommes tuent parfois leurs femmes et leurs enfants, pas tout le temps, mais s'il y a eu une explosion de colère ou quelque chose comme ça. Mais vous savez, leur théorie, c'est qu'une tempête se préparait. On lui a posé des questions sur environ 750 000 $ d'honoraires qui, apparemment, n'ont pas été déposés sur le compte du cabinet. Il s'était déjà fait prendre 2 fois, avait remboursé.
Une erreur administrative, rien ne montrait que ce serait différent cette fois. Il n'y avait pas de tempête qui se préparait. Il n'y avait aucune menace imminente pour lui, et certainement pas à 2 heures cet après-midi-là. Si Alec était au chenil peu de temps avant que Paul et Maggie ne soient assassinés, pensez-vous qu'il sait qui a fait ça? Tout d'abord, il n'y a rien, sauf qu'ils ont cessé d'utiliser leur portable. Rien ne prouve qu'il était là peu avant leur mort. Il aurait pu être en route vers la maison de sa maman, car après avoir été là-bas, il est monté, il a pris la voiturette de golf pour remonter là-haut, puis il est monté dans sa voiture. Il est entré à l'intérieur pendant quelques minutes, puis il est monté dans sa voiture et il est allé chez sa mère. Quand il arrive chez sa mère, pas de sang, pas de cervelle, rien sur ses chaussures, pas de sang dans la voiturette de golf, pas de sang dans la voiture. Et ils ont dit qu'ils avaient vérifié les agents de détection de sueur, vérifié chaque douche, chaque évacuation, chaque vêtement qu'ils pouvaient trouver. Pas une seule trace de sang ou de restes humains nulle part dans cette maison cette nuit-là. Aucune arme à feu. Je veux dire, vous savez, si c'était spontané, la tempête arrivait, c'était vraiment une improvisation très bien préparée pour éliminer toute preuve, quelle qu'elle soit. Il n'y a aucune preuve qui l'incrimine. Donc cette affaire ira à coup sûr au procès. Absolument. Aucune autre issue qu'un verdict. Eh bien, il pourrait l'abandonner. C'est la seule autre issue, un verdict ou un abandon des poursuites de votre part. Si vous réexaminez ces éléments de preuve, surtout après cette décision, ils se diront qu'on ne peut pas le condamner. Vous savez peut-être qu'ils auront le bon sens de dire que nous ne pouvons pas, en toute conscience, présenter une affaire devant un jury qui prouverait hors de tout doute raisonnable qu'il a commis ce crime. Je ne le vois pas. J'ai été procureur 12 ans et j'ai écrit un livre sur une de mes affaires médiatisées. C'est difficile d'avoir un jury pour ce type d'affaires. Tout le monde, et il a été condamné, mais beaucoup de choses n'ont pas été prises en compte. Et il a eu un procès équitable selon la Cour suprême des États-Unis. Donc j'ai déjà fait ça. J'ai déjà été à leur place. Il y a de nombreux cas, vous lisez ceux où j'ai obtenu des condamnations. Vous ne lisez pas les cas où je n'ai pas poursuivi ou où j'ai classé l'affaire parce que je ne pensais pas que ce serait juste. Et votre travail, en tant que procureur, c'est de rendre la justice. Est-ce que Becky Hill devrait être poursuivie? Oui. D'accord. Pour avoir influencé le jury. Eh bien, écoutez, il est clair d'après le compte rendu publié hier par la Cour suprême qu'elle a tenté. Je veux dire, je pense qu'il demande pourquoi faire, la règle Toll et tous les faits qu'elle a établis. Juge, justice, présidente, ancienne présidente de la Cour suprême, Jeanne Toll. Elle a établi d'excellentes constatations factuelles sur ce qu'elle a fait, à savoir. Elle a dit, vous savez, voilà ce qu'elle a fait. Si elle a dit ces choses, ou puisqu'elle a dit ces choses, la charge nous revient de prouver que cela a influencé le verdict, qu'un juré a été affecté par cela. La Cour suprême des États-Unis n'a pas affirmé cela dans l'affaire Raymer ni dans les suivantes. Elle dit qu'une fois que nous avons prouvé cela, la charge revient à l'accusation de démontrer, au-delà de tout doute raisonnable, que cela n'a pas eu d'importance. Mais la réalité, c'est que ces faits ne sont désormais plus contestés. Au minimum, c'est une tentative de manipulation du jury, ce qui constitue un crime. La Cour suprême peut-elle transmettre l'affaire en vue de poursuites pénales? Pensez-vous donc qu'il y a une possibilité, à cause de l'avis qu'ils ont rendu ou publié? Devrait-elle être poursuivie? Je veux dire, nous avons eu un procureur qui est allé au tribunal et a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve d'une tentative d'influencer le jury. Non, ce qu'il a dit, c'est « Je ne crois pas avoir de preuves, je n'ai pas assez de preuves qui convaincraient un jury au-delà de tout doute raisonnable qu'elle avait tenté d'influencer le jury. » Et je pense qu'à ce moment-là, il était sous la fausse impression de l'avis Toll, selon lequel il fallait prouver que cela avait influencé quelqu'un. Écoutez, si vous entriez dans un magasin ou si Becky Hill entrait dans un magasin avec un pistolet, s'approchait du comptoir et disait « Donnez-moi votre argent » et que le caissier disait non, puis qu'elle repartait. A-t-elle commis un vol à main armée? Non. A-t-elle commis une tentative de vol à main armée? Oui. Je veux dire, c'est juste, vous savez, c'est le droit pénal de base. Donc, je veux dire, Eric Hubbard, le gars qui s'est occupé de la poursuite contre Becky pour s'être fait des chèques à elle-même et avoir menti sous serment devant Toll, il le sait. Et d'ailleurs, ce n'est même pas vraiment sa responsabilité.
le gars qui l'a serré et appelé Becky Boo. Um, Becky Boo? Tu sais, c'est Alan Wilson, notre procureur général, candidat au poste de gouverneur, qui veut désormais éviter cette affaire. um, Il doit prendre ici des décisions difficiles ici. Elle a besoin, il faut qu'un message soit transmis. Elle est la deuxième plus haute responsable judiciaire du tribunal pendant ce procès. Le jury la consulte pour des indications. Comme l'a dit l'un des juges pendant leur plaidoirie, elle est leur Sherpa. Elle bénéficie d'un avantage injuste. Ce n'est pas comme si quelqu'un croisait un juré à l'épicerie et lui disait « ce type est coupable ». C'est la personne à qui il s'adresse pour leur bien-être pendant qu'ils siègent comme jurés. C'est incroyable. Des nouvelles de Buster? Tu es toujours en contact? Oui, on reste en contact. Jim Griffin lui parle plus que moi. Bien sûr, lui et Alex se parlent et se rendent en visite. Ils se voient. Alec et Buster se voient et discutent? Oui. Vraiment? Je demande juste parce qu'il semble qu'il y ait eu des reportages qui n'ont pas eu lieu. Alors, parlez-moi de ça. Je ne pense pas. Je crois que je peux simplement dire qu'ils sont très affables et qu'ils s'entendent très bien. Tu sais, Buster a eu un bébé, n'est-ce pas? Tu le savais? Je ne crois pas que je le savais. Il s'est marié? Je savais qu'il était marié. Mary a eu un bébé. Le bébé porte le prénom de qui? Alec. Je dirais qu'ils ont une assez bonne relation. Oui, je dirais. Donc il soutient son père? Absolument. Il croit en l'innocence de son père. Absolument. N'importe qui. Et c'est à, vous savez, j'ai entendu Creighton Waters ce matin dire, eh bien, vous savez, les victimes, monsieur, méritent justice. Eh bien, les parents de Maggie ne croient pas qu'il a tué Maggie. Oh oui. Les parents de Maggie ne croient pas qu'Alec l'a tué. C'est ce que j'ai compris sans lui parler. Alec a-t-il rencontré son petit-fils? Je ne savais pas s'il pouvait l'emmener à la prison. Je ne crois pas. Un dernier mot? Je pense juste que, vous savez, écoutez, ça fait longtemps que je fais ça. Il y a des moments où on se dit, c'est pour ça que je fais ce métier. Et c'est l'un de ces moments. Et encore une fois, partout autour de nous, partout dans le pays, on voit l'état de droit ignoré par les juges, par des membres de l'exécutif comme les procureurs. C'est une réaffirmation de ce en quoi je crois depuis 50 ans. Et je veux dire, j'en suis ravi. Même si cela va demander beaucoup de temps et d'argent de la part de Jim, de moi-même et de notre équipe, c'est une excellente chose. Donc, vous le faites essentiellement pro bono à partir des honoraires que vous avez reçus à l'avance? À ce stade, oui, peut-être qu'un riche bienfaiteur voudra aussi y contribuer. Well, Jeff. Les seuls frais se sont élevés à 600 000 $ la première fois. Du côté de la défense? Oui. Juste pour l'hébergement et les experts? Des experts, principalement des experts, et l'endroit où nous avons séjourné n'était pas si cher, mais c'était moins cher que si nous avions loué des chambres d'hôtel. Évidemment, aucun hôtel n'avait de chambre. Vous les avez toutes prises. Et qu'est-ce qu'il y avait? 4 motels en tout? Il n'y avait pas d'hôtel, juste 4 motels et 3 restaurants. The Cracker Barrel. Tu allais souvent au Cracker Barrel. Je ne me souviens pas. Tu as mis ça de côté, c'était traumatisant, je sais. J'ai essayé de soutenir les commerces locaux. Bref, il y a une conférence de presse bientôt. Lundi, à 1h. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Tu l'apprendras quand tu y seras. D'accord. Nous allons parler du procès et répondre à toutes les questions que quelqu'un pourrait avoir à ce sujet. Nous avons quelques annonces à faire qui, je pense, vont vous fasciner. La même équipe de défense? Oui. Tout le monde? Pareil, on reforme le groupe. Le groupe est de retour. Très bien. Dick Harputlian, je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps après une si longue journée. Merci beaucoup. Y a-t-il autre chose que vous voudriez ajouter? Eh bien, je veux juste dire que l'une des choses que nous avons remarquées depuis l'audience devant la Cour suprême, c'est une attitude différente à propos de cette affaire chez plusieurs personnes, que ce soit des podcasteurs ou des journalistes de journaux, de chaînes de télévision ou autres. Ils commencent à comprendre. Je pense que tu comprends. Ce n'est pas aussi simple que ça.
Et c'est justement ça, le but. Et encore une fois, quand on manipule le jury, on ne peut pas prendre ce verdict et dire qu'il signifie autre chose que le fait qu'on peut manipuler un jury. Donc, et j'aime faire ça. Vous pouvez le voir? Je peux le voir. Je peux le voir. Merci, Dick. Je vous remercie sincèrement. Dick Harpootlian. Merci beaucoup d'être venu. Oui, merci. Et pour que ce soit clair, le cousin Eddie Smith a toujours affirmé qu'il n'avait absolument rien à voir avec les meurtres de Maggie et Paul. Et n'oubliez pas, vous pouvez lire et regarder plus de contenu sur l'affaire Murdoch sur Law and Crime Plus. C'est notre nouvelle application. C'est tout pour cet épisode de Crime Fix depuis Columbia, en Caroline du Sud. Je suis Angelette Levy. Merci de votre présence et à la prochaine fois.